Chapitre P3, quatrième partie, Travail et énergie, où nous allons étudier les aspects énergétiques du mouvement d'un solide. Grand A rappelle effet d'une force sur un objet. D'après la première loi de Newton, le principe d'inertie, lorsqu'un objet est soumis à des forces qui se compensent, sa vitesse reste constante en valeur et en direction. Le corollaire de la première loi de Newton est que si un objet est soumis à des forces qui ne se compensent pas, sa vitesse va varier en valeur et ou en direction. Pour résumer, sous l'action d'une force, un objet peut voir sa vitesse varier en valeur, c'est-à-dire être accéléré ou ralenti. C'est le cas par exemple d'une balle de tennis qui tomberait et qui serait accélérée sous l'action de son poids. Sous l'action d'une force, un objet peut voir également sa trajectoire être modifiée. C'est le cas ici par exemple d'une bille d'acier qui sous l'action d'un aimant voit sa trajectoire être modifiée sans que la valeur de sa vitesse soit affectée. De façon générale, les cas de figure rencontrés correspondent souvent à un mélange de ces deux situations. Grand B, énergie cinétique, petit 1 définition. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet du simple fait qu'il est en mouvement. L'énergie cinétique, comme toutes les énergies, s'exprime en joules, symbole grand J. Pour calculer l'énergie cinétique, on utilise la relation suivante. EC égale 1/2 fois m fois v au carré, où EC est l'énergie cinétique en joules, petit m la masse de l'objet, exprimée en kilogrammes, et v la vitesse de l'objet, exprimée en mètres par seconde. L'énergie cinétique acquise par un objet est d'autant plus grande que la masse de l'objet sera élevée et que sa vitesse sera grande. Petit 2, variation d'énergie cinétique. On vient de le voir, l'énergie cinétique dépend de la vitesse. Par conséquent, comme la vitesse, l'énergie cinétique d'un objet ne peut varier que sous l'action de forces extérieures. On dit que ces forces extérieures travaillent. Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter. Si l'objet est soumis à des forces qui se compensent, conformément à la première loi de Newton, sa vitesse ne variera pas. Par conséquent, son énergie cinétique sera conservée, c'est-à-dire qu'elle demeurera constante. L'énergie cinétique se conserve également dans le cas de forces qui ne se compensent pas, mais à la condition que ces forces n'affectent que la trajectoire de l'objet et non pas la valeur de sa vitesse. Cependant, le plus souvent, les forces auront pour effet de faire varier la valeur de la vitesse, soit en l'augmentant, si l'accélération est positive, ce qui aura pour effet que la différence d'énergie cinétique entre l'énergie cinétique finale et l'énergie cinétique initiale sera positive, soit en diminuant la valeur de la vitesse, en décélérant l'objet, dans le cas d'une accélération négative, alors l'énergie cinétique diminuera et l'écart d'énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, sera négatif. Grand C, travail d'une force, petit 1, mise en évidence de la notion de travail. Afin d'introduire cette notion, je vous propose une petite activité. Observez l'image, vous voyez que les textes des bulles des personnages ont été cachés. Ils figurent ci-contre. Je vous propose, en 1 à 2 minutes, d'essayer de retrouver le texte de la bulle correspondant à chaque personnage. Lorsque vous êtes prêt, cliquez. C'est bien sûr le personnage 1 qui s'écrit « c'est moi le meilleur », puisque son action est la plus efficace pour faire avancer le wagon. Les personnages 2 et 3 font ce qu'ils peuvent. Ils exercent également un travail moteur qui fait avancer le wagon, cependant leur action n'est pas optimisée puisqu'ils ne tirent pas dans l'axe de déplacement. Le personnage 4, quant à lui, résiste au déplacement. Et son action consomme une partie de l'énergie fournie par les personnages 1, 2 et 3. Enfin, le personnage 5 ne sert à rien, puisque son action est perpendiculaire au déplacement. On dit que son travail est nul. En effet, l'énergie transférée à un objet sous l'action d'une force est d'autant plus grande que l'angle entre la direction du déplacement et la direction de la force est faible. Le travail est moteur si l'angle est inférieur à 90 degrés. Si l'angle est nul, l'énergie transférée sera d'ailleurs maximale. Si l'angle est égal à 90 degrés, on parle d'un travail nul. Et enfin, pour un angle de plus de 90 degrés, on parlera d'un travail résistant. Petit 2, théorème de l'énergie cinétique. On vient de le voir, l'énergie transmise
par une force un objet en mouvement dépend de l'angle entre la force et la direction de déplacement. On désigne par travail l'énergie transférée par une force à un objet en mouvement. Ce travail se calcule grâce à la relation WAB de F égale F scalaire AB. C'est-à-dire que le travail de la force F pour un trajet de A vers B, ce travail s'exprime en joules, est égal au produit de l'intensité de la force, Newton, multiplié par la distance entre A et B en mètres, multiplié par le cosinus de l'angle alpha, angle entre la direction de déplacement et la force. Selon la valeur de cet angle, le travail peut être moteur, nul ou résistant. Il est moteur pour un angle inférieur à 90 degrés. Dans ces cas-là, le cosinus sera positif et le travail également. Il est nul pour un angle de 90 degrés, puisque la valeur du cosinus sera nulle, et le travail également. Et enfin, il est résistant pour un angle supérieur à 90 degrés, puisque la valeur du cosinus sera négative. Par conséquent, le travail le sera également. Si l'expression du travail d'une force peut paraître complexe, dans les faits, il est relativement simple à calculer. En tout cas, il est beaucoup plus simple de calculer un travail que d'utiliser la seconde loi de Newton pour déterminer la vitesse d'un objet. Et justement, le théorème de l'énergie cinétique établit que la variation d'énergie cinétique d'un objet en déplacement entre deux points A et B est égale à la somme des travaux des forces appliquées à cet objet. Par conséquent, on va pouvoir directement relier l'expression de la force aux vitesses de l'objet. Petit 3, puissance moyenne d'une force. La puissance moyenne d'une force, qu'on exprime en watts, symbole W, correspond au rapport du travail et de la durée de déplacement entre deux points A et B. Le travail étant une énergie, la durée est exprimée en secondes, et donc la puissance en watts correspondra à des joules par seconde. Petit 4, application. Donc pour brasser un peu toutes ces nouvelles notions, je vous propose une petite application classique d'une luge qui glisse sans frottement sur une pente. Je vous laisse essayer de faire l'exercice par vous-même. La diapo suivante proposera un corrigé point par point. La luge est en interaction avec la Terre. Alors, avec la Terre d'un point de vue global, avec laquelle elle interagit par le biais de l'interaction gravitationnelle, donc matérialisée par une interaction à distance, et donc la force en question est le poids. Et puis, elle est également en interaction avec le sol, puisqu'elle s'appuie sur le sol et elle ne s'y enfonce pas. Il y a donc une force qui s'oppose à l'enfoncement de la luge. C'est une force de contact, c'est la réaction normale du sol. Pour représenter les forces, on trace la piste, ainsi que le poids d'une longueur quelconque, verticale et vers le bas. On sait que la luge reste sur la piste, elle ne s'élève pas ni ne s'y enfonce pas. C'est donc que du point de vue de la direction perpendiculaire à la piste, qui est la direction de la réaction normale, il y a une force qui s'oppose à la réaction normale. C'est-à-dire c'est la composante perpendiculaire à la piste du poids. Donc on décompose le poids suivant une direction parallèle à la piste et une direction perpendiculaire à la piste, et la longueur de la réaction normale sera égale à celle de la composante normale du poids, que j'ai noté Pn en bleu ici, et la réaction normale aura un sens opposé. Pour calculer le travail du poids, je dois d'abord exprimer le poids. Donc le poids P est égal au produit de la masse par l'accélération de la pesanteur terrestre G. Donc la masse est de 40 kg, l'accélération de la pesanteur terrestre est de 10 newtons par kilogramme. On obtient donc un poids de 400 newtons. Pour calculer le travail du poids, eh bien, le travail du poids de A en B est égal au produit de l'intensité du poids par la distance AB par l'angle entre le poids et la pente, le vecteur AB, qui est de 60 degrés. On obtient donc
un travail de 20 000 joules. Il est positif parce que le cosinus de 60 degrés est positif, c'est un angle inférieur à 90 degrés, et il s'agit d'un travail moteur. Pour calculer la vitesse de la luge, j'ai besoin d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Et pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, je dois faire l'inventaire de toutes les forces et additionner leurs travaux. Ici, il n'y a que deux forces à prendre en compte, le poids et la réaction normale. Mais si on considère la réaction normale, comme elle est perpendiculaire au déplacement de la luge, son travail est nul. Pour calculer la vitesse en B, je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique. En fait, je vais calculer l'énergie cinétique au niveau du point B, et à partir de cette énergie cinétique, je vais déterminer la vitesse. Donc, je sais que, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la somme des travaux des forces est égale à la différence entre l'énergie cinétique en B et l'énergie cinétique en A. B étant le point d'arrivée, A le point de départ. Comme seul le poids travaille, je vais pouvoir écrire que la différence de l'énergie cinétique en B moins celle de l'énergie cinétique en A est égale au travail du poids. J'ai calculé le travail du poids, j'exprime les énergies cinétiques en décomposant. Donc, la vitesse en A étant nulle, puisque la vitesse initiale de la luge est nulle, eh bien j'arrive assez rapidement au fait que 1/2 fois 40 fois la vitesse en B au carré est égal à 20 000. Et j'en déduis la vitesse en B qui est égale à racine de 1000, c'est-à-dire 31,6 mètres par seconde. Vous voyez que finalement, le théorème de l'énergie cinétique permet, avec assez peu d'informations, de faire très rapidement un calcul de vitesse qui nous demandait beaucoup d'étapes en utilisant la seconde loi de Newton. Pour le calcul de la puissance, j'applique directement la relation qui a été donnée en cours, c'est-à-dire que la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. L'énergie ici, c'est le travail du poids, puisqu'on parle de la puissance moyenne du poids entre A et B. La durée est fournie dans l'énoncé, elle est de 6,3 secondes, et on trouve une puissance de 3,2 kW.